Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va démarrer le webinaire dans quelques instants. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue. Donc, je suis Romain Gauthier, cofondateur et CEO de Didomi. Et aujourd'hui, avec Charlotte, nous allons vous présenter notre programme de transition vers le TCF V2 en passant en revue 10 étapes pour être prêt au 15 août, au moment de la bascule de la version 1 vers la version 2 du Transparency and Consent Framework. Charlotte, peut-être tu peux te présenter rapidement? Moi, je suis Senior Customer Success Manager chez Didomi et donc j'accompagne en fait les clients de Didomi dans l'implémentation de notre outil et donc j'accompagne également nos clients dans la transition vers le TCFV2 et je suis également DPO, Data Protection Officer et je m'occupe de la mise en conformité interne de Didomi par rapport au RGPD. Du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est de passer en revue les étapes nécessaires pour passer sereinement de la version 1.1 à la version 2 du Transparency and Consent Framework. Donc on reprend une checklist qu'on a élaborée et qui est disponible sur notre site web et auprès de nos équipes en 4 langues, donc en anglais, français, espagnol et allemand. Et donc n'hésitez pas à vous la procurer si vous souhaitez avoir le détail de ce que nous allons vous présenter. Euh, L'idée étant, bien sûr, que vous puissiez aussi, si vous êtes client d'Idomi, avoir accès à nos équipes pour répondre directement aux questions qui ne manqueront pas d'émerger dans cette transition. On est bien sûr sur le pont dans les prochaines semaines pour s'assurer que cette transition vers la version 2 se passe sereinement, dans les meilleures conditions pour vous et vos équipes. Pour ceux qui découvrent le Transparency and Consent Framework, le webinaire aujourd'hui n'est pas forcément dédié à une présentation complète de ce que c'est et de ce que ça implique. C'est vraiment dédié à la phase de transition. Par contre, on a beaucoup de matériel qui existe déjà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur nos ressources ou à nous contacter si vous avez des questions un peu plus profondes sur ce qu'est le Transparency and Consent Framework. Donc en préambule, pour ceux qui connaissent peu ou pas d'Idomi, nous sommes une solution spécialisée dans la gestion du consentement. Et donc nous accompagnons nos clients sur les 3 étapes principales de la gestion du consentement, sur la collecte des consentements, sur leur site web, dans leurs applications mobiles, en offline. Nous les accompagnons dans le stockage et la compréhension de ces signaux de consentement qui leur sont donnés par leurs clients et utilisateurs. Et surtout, nous accompagnons nos clients dans la distribution de ces statuts de consentement, donc pour s'assurer que les avis que vous envoient vos clients, leurs préférences, leurs choix en matière de données personnelles soient correctement reflétés auprès de tous les outils, prestataires, partenaires qui utilisent cette donnée personnelle. Voilà, c'est nos 3 métiers, on ne fait que ça. On fait ça depuis plus de 3 ans maintenant. Et voilà, on a donc des clients aujourd'hui dans plus de 16 pays. On est déployé sur plus de 90 000 sites web et applications mobiles. On commence à avoir une bonne expérience de ces sujets de consentement. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez ces problématiques, si vous rencontrez ces problématiques de votre côté, à nous contacter. Donc sans plus attendre, on va commencer par un petit état des lieux sur votre préparation avant la date butoir du 15 août. Charlotte, je vais te laisser prendre la main. Charlotte? Pardon, j'étais en mute. Donc, on va commencer par vous rappeler quand même ce que c'est un petit peu le Consent Framework de l'IAB. Donc, en fait, ça a été créé en 2008 par l'IAB Europe et le TECLAC de l'IAB. Et ça a été très vite adopté par de très grands acteurs de la stack publicitaire.
et ça avait pour but de standardiser la collecte et le passage du consentement à l'ensemble des acteurs de la stack publicitaire. Donc ça facilitait un petit peu le passage du consentement et ça le standardisait aussi avec ça crée un socle commun et ça définit aussi techniquement comment le consentement va être passé aux acteurs et les finalités de traitement pour lesquelles les acteurs vont déposer des traceurs éventuellement sur les sites et les applications mobiles. Donc, il y a une nouvelle version de ce framework. Pourquoi? Tout premièrement, pour intégrer les nouveautés des autorités européennes de protection des données et aussi pour faire face à certaines critiques qui ont été faites et donc offrir une meilleure information à l'utilisateur et également offrir un meilleur contrôle pour les éditeurs par rapport à ce que leurs partenaires font sur leur site. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de passer en revue les 10 étapes qui vous permettent d'opérer une transition vers la version 2 sereine et dans de bonnes conditions. Donc on a donc 10 étapes qu'on a découpées en 5 grandes phases. La première phase est bien entendu le démarrage, et donc ça passe nécessairement par une bonne compréhension de ce qu'est le Transparency and Consent Framework, de ce qui change, donc notamment les nouvelles finalités qui apparaissent, le concept de stack, donc l'idée qu'on va pouvoir regrouper l'information, les finalités dans ce qu'on appelle une stack, une catégorie de consentement, afin de faciliter l'information et la compréhension par l'utilisateur de ce que représentent les finalités, et un certain nombre d'autres dispositifs qui renforcent les capacités de l'utilisateur à contrôler ce que font les partenaires, notamment publicitaires, des données personnelles au travers du Transparency and Consent Framework, avec le droit d'opposition qui est renforcé, notamment techniquement, avec la capacité de s'opposer et de manifester un droit d'opposition par le biais du Transparency and Consent Framework, ce qui n'était pas forcément le cas dans la version 1. Du côté des éditeurs de sites, qu'ils soient publishers ou pas, le TCF dans sa version 2 offre un contrôle renforcé au travers de 2 dispositifs. Donc déjà, d'une part, comme dans la V1, la capacité à choisir parmi les vendors, donc les partenaires, ceux qui vont avoir le droit d'intervenir sur son site. Donc déterminer une liste de partenaires avec lesquels on a envie de travailler. Et le deuxième point, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les Publisher Restrictions. Donc c'est des capacités de contrôle qui ont été inscrites techniquement dans le Transparency and Consent Framework et qui permettent aux éditeurs de décider notamment pour quelle finalité il va collecter le consentement et d'autoriser pour tout ou partie de ces vendors à disposer de cette finalité. Donc c'est à la fois l'idée qu'on peut déterminer la base légale sur laquelle une finalité va opérer sur son site, et qu'on peut aussi déterminer quels vendors peuvent avoir accès, donc peuvent opérer le traitement sur la base de cette finalité. Donc c'est la première étape, essayer de se familiariser avec le TCF V2. La documentation autour du TCF V2 est assez riche, donc je vous invite à vous rendre sur le site de l'IAB Europe du Transparency and Consent Framework. Le principal document qui vous permet de comprendre ce qu'est le Transparency and Consent Framework, ce sont les policies. Et donc les policies, je vous invite à les lire, à comprendre quelles sont les obligations de chaque acteur, les CMP, donc des Didomi, les vendors et les éditeurs de l'autre côté, et comment est-ce que s'articule l'équilibre entre ces 3 acteurs autour du standard. Un standard, c'est un langage commun, donc il faut connaître les principes du langage pour être au clair sur ce qui doit être fait. La deuxième étape qui nous semble fondamentale et qui est généralement celle qui prend le plus de temps d'expérience, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on observe chez nos clients, c'est aligner en interne toutes les parties prenantes à la transition, parce que les sujets de consentement, ce ne sont pas seulement des sujets juridiques, ce ne sont pas seulement des sujets techniques, c'est aussi des sujets qui ont un lien direct avec les équipes métiers, les équipes marketing, monétisation si vous êtes un publisher, qui ont leur mot à dire et voilà, pour qui il faut s'assurer que
la transition est bien comprise et sur certaines décisions que chacun puisse intervenir et apporter sa contribution. Et donc, voilà, cet alignement, c'est vraiment le travail qu'il faut amorcer au plus vite pour essayer d'avoir tout d'abord chaque personne de cette équipe de transition au même niveau d'information et pouvoir déterminer rapidement les choix importants dans la transition vers la version 2. La troisième étape, c'est ce que nous vous recommandons, c'est de procéder à un audit de vos sites et applications mobiles. À noter que Didomi dispose d'une solution pour vous aider sur cette étape, le Compliance Report, voilà, donc cet audit, il a plusieurs objectifs. Déjà, c'est de lister l'ensemble des sites web sur lesquels vous souhaitez commencer à collecter des consentements adaptés à la version 2. C'est en deuxième point identifier les vendors, les partenaires qui sont présents sur vos sites et pour lesquels vous allez avoir envie de leur communiquer un statut de consentement, donc de les intégrer à cette liste de vendors que vous allez proposer à l'utilisateur au moment où vous collecterez le consentement. Et c'est le choix principal en tant qu'éditeur que vous devez faire, déterminer pour qui vous allez collecter le consentement. Donc cette phase d'audit vise à répondre clairement à cette question. Et une fois que cette liste est établie, déterminer ce que vous autorisez ou pas à chacun de ces vendors en fonction de leur utilité à vos yeux, donc de ce qu'ils vous rapportent si vous êtes un publisher, ou voilà, de leur mérite au regard de l'usage que vous en faites. Donc c'est une phase très importante, c'est ce qui permet de démarrer sur de bonnes bases. C'est aussi avec la synchronisation interne, l'étape qui généralement prend le plus de temps parce qu'elle nécessite un certain nombre d'échanges, bien comprendre pourquoi tel vendor est présent sur mon site. Est-ce que voilà, c'est du DCO? Est-ce que c'est une solution de lutte contre la fraude? Est-ce que je suis un publisher? Est-ce que ce partenaire me rapporte de l'argent ou est-ce que je ne le connais pas? Et donc, déterminer cette liste, c'est vraiment ce sur quoi généralement nos clients passent du temps. Et également, c'est un travail qu'on vous invite à amorcer au plus vite. Dans l'idéal, cette liste de vendors, elle est directement déterminée par la valeur de ces vendors aux yeux, donc ce qu'ils vous rapportent. Et donc, si vous avez, au travers de vos SSP, la capacité d'avoir du reporting sur ce que ces vendors vous rapportent en termes de monétisation, c'est une très bonne base aussi de décision sur ces questions. La quatrième étape est plutôt le pendant juridique de cet audit, c'est donc de déterminer pour vous-même déjà en tant que responsable de traitement, en tant que publisher ou marque, quelles sont les finalités pour lesquelles vous allez avoir vous besoin de collecter le consentement pour les cookies et les traceurs, et donc de bien identifier ces finalités-là au titre de vous-même, au titre du responsable de traitement que vous êtes. Une fois que ces finalités, donc l'usage que vous allez faire des données personnelles est déterminé, avec votre DPO, avec éventuellement une assistance juridique si vous n'êtes pas encore au clair sur ces questions, déterminer la base légale sur laquelle vous allez pouvoir opérer ces traitements. Est-ce que c'est le consentement, auquel cas je vais devoir le collecter au moment où je vais utiliser la notice de consentement de Didomi, ou est-ce que je base ces traitements sur une autre base légale, par exemple l'intérêt légitime. Ça peut être aussi l'exécution du contrat. Et donc cette analyse juridique, généralement elle est assez bien, assez avancée, enfin c'est quelque chose qui n'est plus nouveau, depuis le RGPD, les organisations sont plutôt familières avec ces étapes-là. Je pense que la transition vers la version 2 est aussi l'occasion de rouvrir ce sujet-là pour vérifier que rien n'a changé déjà, ce qui peut être le cas. Vous pouvez voilà, avoir lancé des nouveaux programmes, donc utiliser des données personnelles d'une nouvelle façon par rapport à ce que vous aviez pu faire en 2018, et également permettre à chacun d'être au même niveau d'information sur ces sujets-là, parce que ça reste un sujet de conformité réglementaire. Il faut que chaque opérateur, depuis la personne qui le met en place techniquement jusqu'à l'équipe monétisation, ait bien une bonne compréhension de ces enjeux-là. Donc voilà, ce sont les 4 premières étapes qui vous permettent d'arriver au moment où vous allez devoir déployer votre Consent Management Platform et la configurer. Et Charlotte va vous présenter donc les étapes suivantes. Charlotte, je crois que tu es en mute. Donc, une étape importante déjà pour commencer, pour passer vers la V2, c'est de choisir une CMP conforme aux policies V2
et donc conforme à la deuxième version de l'IAB. Ça nécessite aussi de votre côté de mettre à jour, si vous avez une CMP faite maison, il va falloir faire des développements internes, s'enregistrer auprès de l'IAB, respecter les policies, donc ça demande un certain nombre de travail. Ou alors, si vous avez fait appel à une CMP, il faut s'assurer que votre CMP est bien conforme au TCFV2. Aujourd'hui, il y a une liste que vous pouvez consulter sur le site de l'IAB pour vérifier si votre prestataire est conforme ou non à la V2 de l'IAB. Didomi a bien évidemment été nommé compliant à la V2 et est une CMP conforme à la V2 et donc qui va vous permettre justement de migrer sereinement vers la V2 et donc de pouvoir commencer la transition dès maintenant. La prochaine étape, ça va être, qu'on va vous expliquer, ça va être comment configurer votre CMP de manière concrète pour passer à la V2. Premièrement, il y a un certain nombre de mentions juridiques à mentionner dans votre CMP et donc notamment les policies de l'IAB imposent un certain nombre d'informations à diffuser à l'utilisateur en première page de votre bannière, comme par exemple mentionner si vous utilisez des partenaires qui utilisent la base légale de l'intérêt légitime, il faut le mentionner en première page de votre bannière. Il faut également insérer un lien qui redirige vers tous vos partenaires au premier niveau de la bannière. Donc, il y a un certain nombre d'informations à faire paraître sur votre bannière. Il faut également avoir des call to actions qui soient visuellement équivalents, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir un bouton accepter plus grand qu'un bouton refusé ou mettre par exemple un bouton accepter simplement un lien vers en savoir plus et donc vers la seconde page de la bannière. Donc, il faut aussi régler ces aspects-là. Il faut bien évidemment que la CMP permette de supporter les différentes bases légales, donc qu'un utilisateur puisse refuser la base légale de l'intérêt légitime si un vendor a choisi cette base légale-là. Donc, il faut supporter une nouvelle base légale directement dans la CMP. Bien évidemment, Didomi vous aide dans ces étapes-là en vous proposant des textes respectant non seulement le cadre réglementaire, mais aussi les policies de l'IAB. Nous, on est expert dans le sujet, donc on va vous proposer des textes pour vous permettre d'aller plus vite et surtout d'être conforme au TCF V2. Et bien évidemment, vous avez également des besoins de personnalisation et c'est ce que Didomi vous permet également de faire. C'est-à-dire qu'on va vous permettre tout ce qui est customisable et donc qui n'est pas imposé par l'IAB et par le RGPD, vous allez pouvoir le changer, donc customiser votre UI, customiser votre bannière, customiser vos boutons, mettre un logo, choisir vos couleurs, choisir votre police. Donc, vous allez pouvoir personnaliser cette interface pour qu'elle corresponde le mieux à votre site. Ensuite, deuxième étape, ça va être la gestion des partenaires. Donc, il va vous falloir, premièrement, sélectionner les partenaires que vous voulez ajouter dans votre CMP. Donc, ici, Didomi vous permet d'ajouter toute la liste des vendors IAB ou, bien évidemment, vous pouvez faire un choix plus granulaire. Une fois que vous aurez ajouté ces partenaires, automatiquement, ils seront associés les finalités qu'ils ont choisies et éventuellement les bases légales. Pour les partenaires qui prévoient éventuellement, qui ont ce qu'on appelle les flexible purposes, donc qui permettent sur une finalité de changer la base légale du consentement et la base légale du traitement et de choisir éventuellement le consentement ou l'intérêt légitime, vous allez également pouvoir le paramétrer dans votre CMP. Donc, vous allez pouvoir changer la base légale des partenaires qui le permettent. Autre nouveauté de ce TCFV2, ça va être, c'est ce qu'on appelle le Publisher Restrictions. Et donc, vous allez pouvoir, vous, en tant que publisher, avoir plus de contrôle sur ce que les partenaires font sur votre site et par rapport aux données aussi qu'ils traitent. Et donc, vous allez pouvoir refuser que certains partenaires utilisent une finalité sur votre site. Vous allez pouvoir refuser que des partenaires utilisent de manière global l'intérêt légitime. Donc, vous allez avoir beaucoup plus de contrôle et vous allez pouvoir granulairement contrôler les différents partenaires.
Donc ça, c'est une grosse nouveauté du TCF V2 et c'est des choses que Didomi vous permet de faire dans l'interface utilisateur. Autre étape très importante de la transition, ça va être de tester votre intégration. Donc, tester votre intégration, il va falloir vérifier avec vos différents partenaires qu'ils reçoivent bien le signal de consentement utilisateur. Il va également falloir changer votre code. Donc, nous, Didomi, on a mis à jour le code avec le TCF-V2, donc il va falloir opérer un changement de code. Donc simplement, nous, on vous met un nouveau code dans la CMP que vous n'avez plus qu'à copier-coller sur votre site et remplacer l'ancien. Autre étape importante, ça va être vérifier l'usage de vos finalités. Si par exemple, vous étiez basé sur les ID, les finalités IAB pour conditionner certains déclenchements de vos partenaires, ces ID finalités-là vont changer. Donc, il faudra bien penser également de votre côté à changer l'ID de ces finalités-là. Pour l'ID des vendors, donc si vous étiez basé sur l'ID des vendors pour déclencher vos partenaires, il n'y a rien qui change, donc vous n'avez rien à faire de votre côté. Voilà pour les 3 étapes. Donc, c'est changer votre code, vérifier l'usage de vos finalités et bien évidemment valider avec vos partenaires qu'ils reçoivent le consentement V2, car certains vendors ne sont pas encore prêts aujourd'hui, donc il faut bien, avant de migrer en production, s'assurer que vos principaux partenaires sont bien également compatibles avec cette version 2. Ensuite, voilà, procéder à une dernière analyse juridique. Comme Romain l'a dit tout à l'heure, c'est un sujet qui est juridique, donc qui nécessite que vos équipes juridiques repassent sur votre bannière pour vérifier les textes, pour vérifier également que les partenaires, par exemple, si vous ne voulez pas utiliser d'intérêt légitime, bien vérifier que vous avez utilisé le Publisher Restrictions. Donc voilà, il faut vérifier, vérifier par vos équipes juridiques la conformité de votre bannière. Dernière étape, c'est la validation. Donc là, on va vous parler de quelques points très importants qu'il faut que vous ayez en tête. Premièrement, on vous déconseille, une fois que vous êtes passé à la V2, de revenir à la V1. Une des raisons, c'est qu'avec la V2, il y a une recollecte des consentements parce qu'il y a des nouvelles finalités. Et donc, repasser à la V1, ça vous fera recollecter à nouveau le consentement. Et c'est voilà, pour vos utilisateurs qui est beaucoup de recollecte, on ne vous conseille pas forcément. Donc, une fois que vous êtes passé en V2, on vous conseille vraiment de rester à la V2 et donc voilà, de migrer éventuellement progressivement. De prendre votre temps, hein, même voilà, il vous reste quand même quasiment 1 mois et demi, donc de prendre votre temps et de vous assurer que tout est bon de votre côté avant de passer à la V2. On vous déconseille aussi fortement d'utiliser la V1 et la V2 simultanément sur un même environnement, donc sur un même domaine. Par rapport, nous, c'est quelque chose qu'on ne vous permettra pas de faire parce que les partenaires, les vendors ne sont pas en fait capables, quand il y a une API V2 sur la page, de réceptionner à nouveau un signal de consentement V1. Donc, on vous conseille vraiment de migrer domaine par domaine, et donc de ne pas utiliser la V1 et la V2 sur un même environnement. Et bien évidemment, on vous conseille d'appliquer les Publisher Restrictions. C'est un pouvoir qui a été donné aux publishers pour cette V2 et donc il faut que vous en tiriez parti. Enfin, nous, on vous conseille d'en tirer parti et ça vous permettra d'avoir un meilleur contrôle sur ce que vos partenaires font sur votre site. Voilà, donc c'était les 10 étapes pour arriver à une version 2 en production sur vos sites. Je ne l'ai pas dit au début, mais bien entendu, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la section qui est dédiée de Livestorm. On y répondra juste après. Juste avant, je vous rappelle que tous ces éléments-là sont disponibles in extenso dans notre checklist de préparation au passage à la V2.
donc voilà, qu'on a construite pour justement vous aider à approcher pas à pas ces différentes étapes avec les bonnes idées, les bonnes ressources. N'hésitez pas aussi, on a produit beaucoup de contenu sur la V2 qui rentre en détail dans ce qu'est la version 2, dans ce qui change. Et il y a un certain nombre de webinaires qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Et surtout, voilà, n'hésitez surtout pas à contacter nos experts sur ces questions, donc votre partenaire Customer Success ou nos experts techniques, Damien qui pourra se prendre en compte vos questions sur le sujet. Si vous n'êtes pas encore client d'Idomi, n'hésitez pas à contacter Nesty qui pourra vous renseigner sur ce que la V2 pourrait vous permettre d'obtenir comme résultat avec Didomi. Et voilà, en dernier point, on a un webinaire qui sera le pendant de celui-là, qui aura lieu le 30 juillet sur les dernières considérations avant de passer à la V2, donc qui pourra vous aider à clarifier les dernières questions avant d'appuyer sur le bouton de mise en production. Qu'on vous recommande de faire, je pense, dans la première quinzaine d'août pour bénéficier d'une collecte de consentement avec une version 2 qui inclut Google. Merci de votre attention et on va donc maintenant prendre les questions. Je vais arrêter mon partage pour pouvoir les voir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Romain, effectivement. Alors, tu veux y aller, Romain? Oui, alors on va prendre je pense, dans l'ordre dans lequel ils ont été posés. Donc Denis, pour un vendor qui déclare des purposes sur la base légale de l'intérêt légitime, quand un internaute clique sur tout refuser, ces vendors passent-ils en off? Bonne question. Charlotte, on en fait une chacun si tu veux. Alors, si vous avez, normalement, je pense, Denis, que vous avez une bannière avec un bouton accepter et en savoir plus. Donc, pour refuser les finalités et ainsi que leur base légale, l'utilisateur doit se rendre sur la seconde fenêtre. Et effectivement, sur cette seconde fenêtre, il y a un bouton accepter tout et refuser tout. Et en fait, si l'utilisateur clique sur tout refuser, les vendors qui se basent sur l'intérêt légitime reçoivent un signal de consentement négatif et donc ne peuvent plus déposer de traceur sur votre site. Donc ça vaut le tout refusé équivaut pour le refus des finalités basées sur le consentement, mais aussi les finalités basées sur l'intérêt légitime. Merci, j'espère que ça répond à votre question. Deuxième question de Denis sur les cookies exemptés. Donc ça, effectivement, c'est un point qu'on n'a pas mentionné, qui sort un petit peu du TCF, mais qui est un point très très intéressant. Donc concernant les cookies exemptés, ils sont positionnés sur on. Est-ce que les internautes pourront accéder via Didomi à un positionnement off? Donc la réponse est oui. En fait, on est en train de voir ça notamment avec notre partenaire AT Internet, sur lesquels on réfléchit à comment est-ce que dans l'UI d'Idomi, on va mettre en place cette capacité d'opposition aux vendors qui bénéficient de l'exemption de consentement. Donc on a plusieurs pistes à ce stade sur comment est-ce que donc l'interface d'Idomi pourra montrer ça clairement à l'utilisateur. Et donc voilà, d'ici là, on peut effectivement donc déclarer un vendor AT Internet et mettre en place l'opposition donc sur la section vendor à ce vendor-là. Question suivante. Olivier, quelle est la différence entre consentement et intérêt légitime? Charlotte? Alors en fait, le RGPD en fait impose en fait un responsable de traitement lorsqu'il va effectuer des traitements sur les données personnelles d'avoir une base légale. Donc il y a plusieurs bases légales qu'un responsable de traitement peut utiliser. Et parmi ces bases légales là, on a le consentement, mais on a aussi l'intérêt légitime. Donc le consentement, en fait, donc si vous basez donc le dépôt de cookies sur le consentement, la base légale du consentement, vous devez obtenir avant
tout dépôt préalable de cookies et de traceurs sur votre site, le consentement de l'utilisateur. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une CMP en place, vous ne déposerez aucun traceur et cookie, hormis éventuellement les cookies strictement nécessaires au fonctionnement de votre site, mais vous ne déposerez aucun autre traceur sans avoir reçu explicitement le consentement de l'utilisateur. Donc, il faut que l'utilisateur clique sur accepter les cookies. L'intérêt légitime permet en fait le dépôt de traceurs sans consentement, c'est-à-dire sans que l'utilisateur ait cliqué explicitement sur j'accepte, mais c'est ce que va justement prévoir la V2, l'utilisateur doit être en mesure de s'opposer à un traitement basé sur l'intérêt légitime, et donc dans la CMP, l'utilisateur pourra, lorsqu'un vendor a choisi cette base égale-là d'intérêt légitime, s'y opposer directement dans la CMP, que ce soit sur la vue finalité ou sur la vue partenaire, et donc vous ne serez plus, si l'utilisateur s'est explicitement opposé à un traitement basé sur l'intérêt légitime, vous ne pourrez plus du coup déposer de traceurs et de cookies pour cet utilisateur-là. Donc c'est une différence de base égale. Donc avec le consentement, on va avoir un dépôt qui est conditionné à un clic sur j'accepte. Alors que l'intérêt légitime, ça va être, c'est plutôt un espèce d'opt-out, donc le cookie va être déposé, mais l'utilisateur après coup va pouvoir s'y opposer. Question suivante, peut-on avoir accès à la liste des consentements et refus sur Didomi? Alors, deux niveaux de réponse à cette question qui est très fréquente. La première, c'est comment est-ce que vos utilisateurs peuvent retrouver leur statut de consentement? Et donc, c'est très simple, vous pouvez donc insérer un lien vers le centre de gestion des préférences qui va donc afficher clairement à l'utilisateur son statut de consentement à un moment donné. Donc s'il a accepté ou refusé, il va pouvoir le retrouver directement. Dans cette interface aussi, pour les utilisateurs qui le souhaitent, on met à disposition l'information que Didomi, dont Didomi dispose, l'information, les données personnelles, dans une petite section information utilisateur, et qui donc permet notamment de retrouver son token, son identifiant d'IDOMI auquel sont attachés les événements de consentement cookie. Et en tant que DPO, vous pouvez bien entendu, sur simple demande, obtenir de Didomi les événements de consentement vous concernant, donc concernant votre organisation en tant que responsable de traitement, en cas de contrôle par la CNIL ou pour toute autre raison, même si dans le cas du consentement cookie, voilà, la liste des consentements n'est pas forcément très très intéressante parce que les seules données personnelles qu'on va stocker sont des données, comprennent juste un identifiant qui ne veut rien dire, un identifiant pseudonyme de l'utilisateur, et donc c'est des événements de consentement qui y sont rattachés. Donc ça vous permettra jamais d'identifier directement cet individu, et sauf s'il vous communique lui-même le token, donc son identifiant, vous ne pourrez pas le retrouver dans la liste des consentements qu'on vous communiquera. Néanmoins, c'est ce qui vous permet d'avoir une preuve de ces consentements, au-delà de la preuve de process que vous pouvez aussi également montrer à la CNIL, donc pour montrer que tel jour à telle heure, telle version de votre dispositif de consentement était en ligne. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Question suivante sur les Tag Manager, donc Google Tag Manager. Avec Google Tag Manager, les changements que l'on fait sur le CMP sont-ils mis à jour en temps réel sur le site? Charlotte, tu veux répondre? Effectivement, Didomi propose une intégration avec Google Tag Manager. Donc, on va envoyer toutes les informations de consentement dans votre data layer GTM pour vous permettre de positionner le chargement de vos scripts au consentement utilisateur. Donc, oui, tout est pris en compte en temps réel, c'est-à-dire que dès qu'un utilisateur va refuser ou accepter ou changer ses choix, tout est directement pushé dans votre data layer, donc dans GTM, et le déclenchement des scripts se fera en fonction. Donc, oui, tout est mis en temps réel, et dès que vous changez quelque chose sur votre CMP, par exemple, si vous voulez ajouter un partenaire sur votre CMP, vous avez un changement instantané sur votre site. En revanche, si vous avez ajouté un vendor et que vous ajoutez également un vendor dans GTM, vous devrez ajouter le nouveau script de votre vendor dans GTM et le conditionner au consentement. Question rien. Un passage à la V2 nécessite-t-il une recollecte des consentements à tous nos internautes utilisateurs? Et deuxième question, quid du statut de Google par rapport à la version 2?
et sa solution propriétaire CPS valable à date. Alors, donc, réponse à la première question, oui, vous allez devoir recollecter le consentement pour la version 2. Pour deux raisons. La première, elle est juridique, c'est que vous collectez un consentement pour de nouvelles finalités. Donc on passe de 5 à 10 finalités faisant l'objet d'un consentement. Donc il faut que l'internaute se prononce sur ces nouvelles finalités et donc il faut lui recollecter le consentement. Par ailleurs, la deuxième raison, elle est plutôt liée notamment à Google, au fait que un certain nombre de vendors rejoignent le TCF V2 et donc ne supportent pas la V1 en fait. Donc tous ces vendors-là, en fait, si vous maintenez la V1, vont considérer qu'il n'y a pas consentement. Google notamment qui l'a déclaré publiquement. Et donc l'enjeu principal est effectivement, surtout en France, avec un Google qui est quand même une solution assez dominante, de s'assurer que du point de vue de Google, vous leur envoyez correctement le consentement. Google a un peu précisé son calendrier d'adhésion à la version 2, donc à partir de quel moment ils seront en mesure de supporter la version 2, et recommande une migration, donc de commencer à collecter des consentements version 2 entre le 1er et le 15 août. La date du 1er est pas encore très précise, mais ils ont déclaré 15 jours avant le 15 août, à partir du moment où, donc, ils rejoindront la version 2 du TCF, donc, où ils feront partie de la Global Vendor List, la liste des vendors du TCF mise à jour. Et donc à partir de ce moment-là, on vous recommande de mettre en production votre notice de consentement et donc de recollecter le consentement, notamment pour l'envoyer correctement à Google. Si Google détecte une consent string version 1, Google considérera qu'il n'y a pas de consentement. Et donc, même si vous aviez les dispositifs actuels, donc CPS plus la version 1, en fait, Google ne lira plus que la version 1 et donc considérera qu'il n'y a pas consentement. C'est une petite faille dans leur dispositif. Alors peut-être qu'ils la corrigeront et que du coup la transition sera moins, la recollecte sera peut-être un peu moins nécessaire dans la fenêtre de temps avant le 15 août. Mais néanmoins, voilà, c'est quelque chose à bien avoir en tête. Il vaut mieux pour Google et d'autres vendors recollecter tous les consentements, au-delà du fait que juridiquement vous êtes tenu de le faire. Les vendors qui utilisent intérêt légitime en base légale restent donc en on quand l'internaute consent et quand l'internaute ne fait pas de choix. Quand l'internaute ne fait pas de choix, pas opposer directement l'intérêt légitime, les vendors reçoivent un signal de consentement positif et donc peuvent déposer des traceurs pour. Il faut en fait il faut que l'utilisateur s'oppose pour que les vendors n'utilisent plus, ne traitent plus les données en fait. Donc, quand il ne fait pas le choix, les vendors utilisant l'intérêt légitime continuent à déposer des traceurs et des cookies. Peut-être pour l'autre question de Denis. Oui. Pourquoi dites-vous que l'on passe de 5 à 10 finalités alors qu'il y en a 12 ? En fait, il y a effectivement, on passe de 5 à 10 finalités et il y a 2 finalités spéciales. Voilà pourquoi on dit de 5 à 10, mais il y aura 12 finalités, dont 10 classiques et 2 spéciales. Voilà. Dernière question. Bonjour, le consentement on-scroll restera-t-il valable avec la version 2? Merci. Alors, le TCF dans les policies qui servent de bible pour tous les acteurs parties prenantes de ce standard, ne tranche pas cette question du mode de consentement et prend bien soin de pas trop se prononcer là-dessus. Si vous regardez donc dans les policies section 5.3 sur les obligations des CMP, il est dit a CMP must only generate a positive consent signal on the basis of a clear affirmative action taken by a user that unambiguously signifies that the user's agreement on the basis of appropriate information in accordance with the law. Et donc en fait, ce que disent les policies du TCF, c'est vraiment adopter le mode de consentement
qui est valable dans votre pays. Le TCF n'impose pas en premier écran un bouton j'accepte, je refuse. Le TCF n'impose pas un mode de consentement particulier. Et donc notre recommandation, c'est de suivre ce que dit la CNIL. Et donc à date, la CNIL a publié un projet de recommandation sur les questions liées de consentement cookie tracer au début d'année, des recommandations qui ne sont pas encore officielles, qui devraient l'être à l'automne. On n'a pas encore la date précise, mais je pense que pour donner un calendrier, il faut compter sur septembre, début octobre, pour la mise en place de ces recommandations. Et après ces recommandations, viendra une période de 6 mois pour laisser du temps aux acteurs pour s'y conformer. Et dans ces recommandations, pour le coup, le mode de consentement sera durci. Et donc, s'il faut réfléchir, le calendrier de durcissement du mode de consentement est un peu décorrélé de celui de la version 2. Donc voilà, on peut dissocier ces questions à ce stade et donc rester sur le même mode de consentement que vous aviez jusqu'à présent. Il n'est pas nécessaire, dans le cadre de la transition vers la version 2, de rouvrir ce chantier. Il faut avoir en tête quand même l'idée que c'est un chantier qui va arriver d'ici la fin de l'année, ainsi que d'autres chantiers d'ailleurs autour du cookie wall. Enfin, il y a beaucoup de choses qui bougent du côté des recommandations de la CNIL, donc l'été devrait être assez intéressant de ce côté-là. Je pense qu'il faut plutôt faire sa transition vers la version 2 sereinement en appliquant les principes qu'on vous a décrits, et ensuite d'ici la fin de l'année, mettre en place les recommandations de la CNIL. Et Didomi, bien sûr, vous aidera sur cette question. Question de Denis encore. La liste des partenaires doit être accessible. Depuis quand il y a cette obligation sur la bannière? Même question pour l'explication d'intérêt légitime dans la bannière. Alors en fait, ça, ce sont des obligations imposées par les policies de l'IAB. Donc si vous moi, vous êtes dans l'obligation, et surtout si vous utilisez, dans le cas où vous utiliseriez des partenaires qui se basent sur l'intérêt légitime pour faire des traitements de données, cela doit être indiqué directement dans le premier écran de la bannière, c'est un devoir d'information. Et pareil pour la liste des partenaires, c'est quelque chose qui est imposé par l'IAB, mais qui figure également dans les recos de la CNIL, où elle dit qu'il faut que l'utilisateur ait accès à la liste des partenaires qui vont traiter les données. Donc, pour le lien des partenaires, c'est les deux, c'est à la fois les recos CNIL et les policies de l'IAB. Et pour la mention de l'intérêt légitime, dans le cas où vous utiliseriez des partenaires qui utilisent cette base légale, il faut informer l'utilisateur dans la première page de la bannière. Peut-être en lien avec cette question, quel est le risque en fait du point de vue des publishers ou des éditeurs de sites qui rejoignent le TCF? Donc le standard, il ne tient que si tout le monde joue le jeu, donc respecte les policies. Le TCF s'est doté de mécanismes de contrôle, ce qu'ils appellent les compliance checks, et donc sont susceptibles de regarder votre site, de regarder si vous mettez en place, si vous respectez correctement les policies. C'est le rôle de la CMP que de vous aider à cocher toutes ces cases-là. Hein. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir en particulier si vous utilisez Didomi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces campagnes d'audit risquent d'être de plus en plus fréquentes. Et la menace dans ces cas-là, c'est que si vous ne respectez pas les policies, vous allez recevoir une notification. Et si vous ne corrigez pas l'infraction aux policies, vous pouvez être mis en dehors du TCF. Donc le TCF peut demander à ce que vous ne fassiez plus partie du TCF, donc vous ne soyez plus en mesure d'envoyer des consent strings à tous les partenaires qui puissent être lus et considérés comme valides. Donc si vous êtes un éditeur et que votre monétisation dépend de tous ces vendors-là, le risque peut être quand même assez important, il faut l'avoir en tête. Pas d'inquiétude particulière à avoir. Donc notre rôle, c'est vraiment de vous aider sur ces questions et d'éviter des surprises. Mais c'était pour bien clarifier cette question-là qui nous est aussi souvent posée. Est-ce que vous avez encore des questions? En attendant, j'en profite pour... donc, dans le chat, vous avez le lien vers
vers un article que nous avons publié sur ces compliance checks. Merci Yannick, qui précise un petit peu ce que c'est, quels sont, enfin, comment est-ce que ça se passe. Bien entendu, donc une fois encore, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page ressources où vous retrouverez les éléments que j'ai mentionnés aujourd'hui donc la checklist de la transition vers la V2 est également disponible, donc soit auprès de vos contacts d'IDOMI, soit sur notre site. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre attention. Et voilà, n'hésitez pas si on peut vous aider sur cette phase de transition. Merci à tous. N'hésitez pas, comme Romain l'a dit, à nous contacter et on vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.